Bonjour et bienvenue à nouveau sur le Crime Reel. Aujourd'hui, nous allons étudier une affaire bouleversante de 2001 survenue dans un quartier huppé de Los Angeles. Le samedi 17 novembre 2001, plusieurs adolescents se préparaient à aller à une fête dans une maison de Thayer Avenue à Westwood, un quartier huppé rempli de belles maisons, de résidents professionnels et d'écoles supérieures à la moyenne. La maison appartenait à Shelley et Barbara Handler, qui étaient repartis à Las Vegas pour le week-end, laissant leurs 2 fils adolescents à la maison. Au départ, il y avait environ une quinzaine d'invités, mais lorsque la rumeur s'est répandue qu'il y avait une fête sans surveillance parentale et avec de l'alcool à volonté, le nombre de participants a rapidement augmenté. Certaines sources affirment qu'il y avait jusqu'à 100 adolescents présents, tandis que d'autres estiment le nombre à environ 40. 2 adolescentes de 15 ans qui se sont croisées pour la première fois ce soir-là étaient Deanna Moran et Sabrina Bernstein. Deanna était élève au lycée Santa Monica où elle excellait aussi bien sur le plan académique que sportif. Elle appartenait aux équipes de volley-ball, athlétisme et water-polo de l'école et était considérée comme une élève exceptionnelle, très appréciée des professeurs. Elle avait 3 sœurs aînées et un frère cadet. Ses amis l'appelaient Deanna l'audacieuse car elle était quelqu'un qui défendait toujours ce qui était juste, protégeait ses amis et affrontait n'importe quel tyran. Sabrina Bernstein vivait dans le quartier huppé de Brentwood avec sa mère, Angélique, et sa demi-sœur de 10 ou 7 ans, Katrina. Angélique et le père de Sabrina, Mathieu, traversaient un divorce coûteux. D'après tout le monde, Angélique gâtait ses filles à l'excès et leur offrait tous les luxes que l'argent pouvait acheter. Lors de la fête ce soir-là, Deanna remarqua que Sabrina courait partout et avait endommagé quelques plantes en pot dans le jardin. Deanna appela Sabrina et lui dit d'être plus prudente et respectueuse envers les biens d'autrui. Ce n'était pas une attitude inhabituelle pour Deanna. C'était le genre de personne qui aidait à ranger après les fêtes, veillait à ce que tout reste calme et qu'aucun dégât ne soit causé. Cependant, Sabrina n'appréciait pas qu'on lui dise quoi faire. Une dispute s'ensuivit, qui devint physique et se termina lorsque Deanna poussa Sabrina au sol. Sabrina s'est éloignée et a appelé sa sœur Katrina pour lui raconter ce qui s'était passé. Des amis ont prévenu Deanna de se méfier car Katrina avait mauvaise réputation. Alors que Katrina avait été bénie par la beauté, l'argent et une enfance normale et heureuse, à l'adolescence, sa vie a pris une mauvaise tournure. Elle est devenue de plus en plus en colère, a séché les cours et est devenue agressive avec les autres élèves. Elle a aussi commencé à abuser de drogue et d'alcool. Ses parents l'ont retirée de Harvard Westlake, l'école la plus prestigieuse de la ville, et ont envoyé Katrina dans un centre résidentiel thérapeutique dans l'Utah dans l'espoir que cela l'aiderait. Il a été recommandé qu'elle reste dans l'établissement entre 9 mois et 1 an. Pendant son séjour là-bas, elle a eu d'autres altercations avec les autres résidents et a tenté de s'enfuir. Après moins de 6 mois, sa mère l'a ramenée chez elle pour une visite, mais Katrina n'est jamais revenue. Un thérapeute a ensuite recommandé que Katrina assiste à des réunions des alcooliques anonymes. Sa mère a répondu qu'elle ne permettrait pas à sa fille de fréquenter des gens de mauvaise vie. À ce moment-là, Katrina avait quitté l'école traditionnelle et recevait l'enseignement à domicile par sa mère. En réalité, Katrina refusait de se lever du lit pendant la journée et voulait aller en boîte et faire la fête chaque nuit. Elle s'est devenue nocturne et s'est vue prescrire des antidépresseurs pour ce que sa mère appelait un trouble du sommeil. Son comportement est de plus en plus problématique. Elle a commencé à sortir en secret et à avoir des relations sexuelles sans discernement. Elle a agressé sa propre mère à plusieurs reprises dans la maison familiale. Vers 22h30, dans la nuit du 17 novembre 2001, Katrina est arrivée à la fête, exigeant de savoir qui avait poussé sa sœur par terre.
Deanna, qui n'était pas du genre à reculer, a déclaré que c'était elle qui avait poussé Sabrina. Katrina a alors agressé Deanna. Après ce qui ressemblait à un coup de poing rapide dans la poitrine, Deanna est tombée au sol et Katrina et Sabrina se sont rapidement enfuies. La bagarre s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé. Lorsque les amis de Deanna sont venus à son secours, elles ont vu qu'elle saignait abondamment de la poitrine. Elle n'avait pas seulement été frappée, elle avait aussi été poignardée. Pris de panique, ses amis ont décidé de conduire Deanna à l'hôpital plutôt que d'appeler le 911 et d'attendre l'arrivée des secours. Ils se trouvaient dans un quartier qu'ils ne connaissaient pas et, de ce fait, n'ont pas réalisé qu'ils étaient près du centre médical de l'University of California, Los Angeles. Ils ont donc conduit jusqu'à l'hôpital de Santa Monica qu'ils connaissaient mieux. À leur arrivée à l'hôpital, Deanna a été déclarée morte. Même avec une intervention médicale plus rapide, il était peu probable qu'elle ait survécu à la blessure par arme blanche qui avait perforé son cœur. L'attaque au couteau avait été si rapide et inattendue que les amis de Deanna n'avaient pas eu le temps d'intervenir. La police pensait qu'elle avait été poignardée avec un couteau-poing en forme de T dont la lame sort entre les doigts de l'utilisateur, bien qu'aucune arme n'ait jamais été retrouvée. Devant de nombreux témoins, la police s'est rendue chez Katrina et Sabrina, les a arrêtées et conduites pour interrogatoire. Durant l'interrogatoire, Katrina s'est comportée étrangement et a tenu des propos confus. Elle s'est ensuite effondrée. Katrina a été transportée par l'ambulance des pompiers au centre médical de l'University of California, Los Angeles. Elle est décédée 3 heures plus tard. Une autopsie révélera plus tard qu'elle avait ingéré une grande quantité de comprimés afin de mettre fin à sa propre vie. Peu de temps avant que la police n'arrive chez elle ce jour-là. L'enquête sur l'affaire s'est poursuivie et en avril de l'année suivante, il a été rapporté qu'après avoir interrogé 37 témoins, le bureau du procureur du district de Los Angeles avait déposé 2 chefs d'accusation contre Sabrina. Un chef de coups et blessures concernant des allégations selon lesquelles elle aurait donné un coup de pied à Deanna la nuit de la fête et un chef de menaces criminelles sur Internet. Plusieurs mois plus tard, Rebecca Newblin, la procureure adjointe chargée de l'affaire, a déclaré qu'aucune autre accusation ne serait retenue à moins que de nouvelles informations importantes ne soient révélées. Malgré certains rapports contraires, l'enquête n'avait révélé aucune preuve concrète que quelqu'un avait retenu Deanna pendant l'agression. Les affirmations selon lesquelles plusieurs garçons d'âge universitaire auraient informé une ligne pour empêcher les amis de Deanna d'intervenir pendant la bagarre n'ont pas non plus été confirmées par la police. Certains témoins ont déclaré que Deanna avait supplié Katrina d'arrêter de la frapper, criant qu'elle voulait raconter sa version de l'histoire. La mère de Deanna déclarera plus tard qu'on lui avait dit, par des personnes présentes à la fête, qu'au moins une autre fille avait maintenu Deanna dans une prise d'étranglement pendant qu'elle était attaquée et que beaucoup d'autres avaient regardé, affirmant que « ma fille les a mortes pour divertir les autres ». Un spectacle pour les spectateurs. En mai 2002, les parents de Katrina ont intenté une action en justice pour décès injustifié contre le département de police de Los Angeles, alléguant que les détectives avaient contribué à la mort de Katrina après avoir omis de demander une aide médicale immédiatement après son effondrement alors qu'elle était sous leur garde. Ils ont déclaré que Katrina avait été placée en garde à vue vers 13h55, était arrivée au poste de police au plus tard à 14h15 et s'était effondrée au plus tard à 14h30. Les agents ont tenté de ranimer Katrina et ont demandé à Sabrina, qui était menottée à proximité, combien de temps les crises de sa sœur duraient habituellement. Sabrina a répondu que sa sœur ne faisait pas de crise et a supplié les enquêteurs d'appeler des secours médicaux. Ses parents ont ensuite déclaré que, lorsque les ambulanciers sont arrivés, on leur a demandé d'attendre que les enquêteurs finissent leur paperasse. Katrina a été placée dans l'ambulance à 15h05 et est arrivée au centre médical de l'University of California, Los Angeles, à 15h15. Elle a été déclarée morte peu après 17h30. On ignore les résultats de cette plainte pour décès injustifié. Le même mois, les parents de Deanna ont poursuivi ceux de Katrina, son beau-père Sabrina, ainsi que Shelley et Barbara Handler,
propriétaire de la maison où s'est tenue la fête, pour décès injustifié. La plainte alléguait que les Handlers n'avaient pas suffisamment surveillé les activités de leurs enfants et n'avaient pas veillé à ce que leur maison soit utilisée de manière sécurisée. Elle indiquait également que les parents de Katrina n'avaient pas correctement surveillé leur fille malgré des antécédents d'instabilité émotionnelle et de comportements violents, puis affirmait que Sabrina avait conspiré avec Katrina pour se débarrasser de l'arme du crime qui n'a jamais été retrouvée. L'affaire contre les Handlers a été classée sans suite. L'affaire intentée par les parents de Deanna contre la mère de Katrina a été réglée à l'amiable pour 300 000 $, tandis que l'affaire contre le père de Katrina a été rejetée au motif qu'il n'avait aucune possibilité de contrôler le comportement de sa fille dans la nuit du 17 novembre 2001. Les accusations contre Sabrina ont conduit à sa condamnation à 100 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de 100 $ de réparation. En 24 heures, 2 couples ont chacun perdu leur fille adolescente. Ce qui avait commencé comme un samedi ordinaire s'est terminé avec 2 familles en deuil dont la vie ne serait plus jamais la même. Les problèmes de comportement et la colère de Katrina n'ont jamais été réellement pris en charge, avec des conséquences catastrophiques pour toutes les personnes impliquées. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez vos commentaires et cliquez sur le pouce en l'air. Si vous aimez mon contenu, pensez à m'offrir un café sur buymecoffee.com/The Crime Reel. Il y a un lien dans la description ci-dessous. C'est donc l'heure du crime mineur maintenant. Nancy de New York a envoyé 2 de ses animaux de compagnie, Bengal qui a 2 ans et Petit Scan qui a 4 mois. Ils se poursuivent partout dans l'appartement de Nancy, renversent des lampes et ont même fait tomber un filtre à eau de 3 gallons. Ils vont aussi dans le placard de Nancy et attaquent en tous les vêtements. Les 2 chats aiment aussi attaquer les pieds de Nancy. Quand ils ont été mis ensemble pour la première fois, ils ne s'entendaient pas très bien, mais après 9 jours de feulement, ils sont maintenant les meilleurs amis du monde et des partenaires de lutte. Et si vous vous demandez qui est le 3e chat, c'est Francesca, une dame de 17 ans. D'accord, ensuite nous avons Midji. Je crois qu'elle vit dans l'État de New York, ce qui est vraiment différent de l'endroit où vit Nancy. Midji est très connue pour avoir sauvé énormément de chats. Mais cette fois, elle a juste envoyé ce qu'elle appelle ses animaux de jardin. Les corbeaux répondent quand on les appelle et ils aiment le pain, les pâtes et la viande. Ils aiment voir combien ils peuvent mettre dans leur bec en une seule fois. Et de temps en temps, ils reçoivent la visite de quelques cerfs à queue blanche et parfois d'un mâle. Merci Midji de les avoir envoyés et d'avoir écouté le Crime Reel. Prenez soin de vous. Au revoir. Psst. Après la mort de Deanna, la fondation Deanna Moran a été créée.